Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Allons-nous vers un éco-œnotourisme? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 52e épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable. Ce matin, nous sommes à Bordeaux, à la Cité du Vin, pour parler d'un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur, l'œnotourisme durable. Alors qu'au début des années 90, au début de l'œnotourisme, les acteurs de la filière s'interrogeaient sur l'intérêt de marier tourisme et vignoble. Le tourisme se développe désormais dans tous les types de vignobles, les plus petits comme les plus grands, les plus anciens comme les plus récents. Aujourd'hui, si la place de l'œnotourisme dans la filière viticole n'est plus à questionner, c'est une nouvelle tendance qui se dessine de plus en plus. Évoluant à l'image de la viticulture et des grandes tendances actuelles, l'œnotourisme devient un écotourisme. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Comment expliquer l'essor de ce phénomène? Et comment devenir un éco-œnotouriste durable? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec Laurent Basse-Catalina, secrétaire général de la Cité du Vin à Bordeaux, qui va nous aider à mieux comprendre ce phénomène. Alors, Laurent, bonjour. Oui, bonjour Élise. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez présenter la Cité du Vin aux auditeurs qui ne connaîtraient pas? Alors la Cité du Vin, c'est un bâtiment qui a ouvert en 2016 de 13 000 mètres carrés à peu près au centre de Bordeaux et qui déploie sous plusieurs formes tout le patrimoine, toute la richesse du patrimoine culturel du vin dans deux dimensions, dimension géographique et dimension historique. Alors géographique, c'est le vin est un produit fabriqué dans un pays sur deux dans le monde. Et dimension historique, ça fait près de 10 000 ans que l'homme produit du vin et consomme du vin. Le bâtiment est occupé, en fait, est exploité par une fondation reconnue d'utilité publique, qui a pour but justement de défendre ce patrimoine et qui a été reconnu comme tel d'intérêt général par le ministère de l'Intérieur. Et on l'a vu, donc le développement durable maintenant est incontournable dans la filière viticole. Comment est-ce que la Cité du Vin s'inscrit-elle dans une démarche de plus en plus durable? Alors, effectivement, le vin est fondamentalement connecté à la nature. Le vin, c'est l'adéquation entre l'homme et la nature. C'est comment l'homme arrive avec la nature, avec toutes les difficultés, avec toutes les spécificités de chacun des terrains, de chacun des cépages, à créer du vin. Donc, forcément, la nature et l'écologie fait partie de l'ADN du vin et donc de l'ADN de la fondation qui exploite la Cité du Vin, puisque une fondation, c'est forcément quelque chose une institution destinée à défendre un patrimoine. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'œnotourisme, j'ai quelques questions sur la culture du vin en général. Est-ce que vous pensez que le vin, que ce soit la production, l'œnotourisme, puisse être un axe majeur du soft power d'un pays? Oui, le vin fait partie de la culture des pays. Alors, effectivement, c'est ce dont on parlait là, à l'instant. C'est-à-dire que ça fait des milliers d'années que le vin appartient à nos cultures au sens large, c'est-à-dire à nos savoir-faire, que le vin a façonné des paysages, que le vin s'est invité à la table des plus grands, a fait partie de l'histoire. Donc forcément qu'il est partie intégrante en fait de nos cultures et à ce titre, qui fait partie du soft power d'un pays. Et plus particulièrement de pays qui sont des grands producteurs ou des pays qui sont très reconnus pour la qualité de leur vin, comme la France, bien évidemment. Toujours en parlant de culture, la crise du Covid a accéléré donc la digitalisation des lieux culturels qui proposent maintenant de nombreuses offres directement disponibles sur le web, des webinaires, des expositions digitales, des visites guidées digitales. Je sais que vous, à la Cité du Vin, vous proposiez des dégustations de vin en ligne. Alors, est-ce que vous pensez que l'accélération de la transition numérique opérée dans votre cas à la Cité du Vin peut permettre également de contribuer à démocratiser cette image que l'on peut se faire du vin? Alors bien sûr, c'est évident que
effectivement, tout ce que l'on peut retrouver, toutes les informations que l'on va pouvoir retrouver sur Internet vont permettre au plus grand nombre de s'intéresser et de prendre connaissance en fait de ce qui se fait en matière viticole. Nous à la Cité du Vin, c'est inscrit aussi dans notre ADN, c'est-à-dire que nous sommes un site qui n'a pas de collection à proprement parler. Donc, ce que nous montrons, ce sont des expériences, ce sont des films, ce sont des vidéos, ce sont des audios. Donc, on est déjà dans le digital et avec notamment effectivement la crise du Covid, on est allé plus loin sur Internet en délivrant en fait des contenus qui permettaient à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer à ce moment-là de le faire. En même temps, ce qui est certain, c'est que le digital et la digitalisation ne remplaceront jamais le physique et la possibilité justement d'avoir une expérience multisensorielle en physique qu'avec le digital, on ne peut pas avoir. Et est-ce que ces offres sont encore disponibles ou c'était uniquement pendant les confinements ? Non, alors on continue et notamment on essaie de faire en sorte que nos événements physiques puissent être enregistrés et puissent être retransmis sur le net. Ça permet à des gens qui habitent loin, à des gens qui ne connaissent pas ou des personnes qui ne seraient pas disponibles à ce moment-là, d'avoir accès au contenu. Bon, maintenant, on va parler de tourisme. Ma première question, elle est toute simple. Pourquoi est-ce que le vin est devenu une thématique qui intéresse de plus en plus les touristes ? Parce que je pense qu'on a pris conscience de l'importance du vin dans la culture et aussi parce que le no-tourisme s'est développé et maintenant ça se sait et le no-tourisme est une façon extrêmement agréable en fait de découvrir pas seulement un produit, c'est pas seulement une façon d'acheter un produit et de le goûter, mais c'est aussi de découvrir un terroir, de découvrir un pays et de découvrir des savoir-faire et de pouvoir échanger. Et donc ça, maintenant, les gens le savent et sont de plus en plus intéressés par ces offres. En plus de ça, c'est vrai qu'on voit que la consommation de vin va vers la qualité. Les gens attendent de la qualité. Et pour ça, ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie de connaître, ils ont envie de comprendre ce qu'ils consomment. Ok, donc en fait, avec cette démarche, de toute façon, des consommateurs qui recherchent de plus en plus de qualité, on est déjà dans une démarche de développement durable. Donc, on sait aujourd'hui que le no-tourisme durable, ça se développe de plus en plus en ce moment, comme vous venez un petit peu de nous le dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que ça va être, par exemple, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ? Le no-tourisme durable, c'est un no-tourisme qui respecte la nature, qui respecte l'environnement, qui respecte les populations. Ça n'est pas uniquement aller voir des viticulteurs bio, ça n'est pas uniquement discuter de ça, mais c'est aussi la façon que vont avoir les touristes de pouvoir profiter, bénéficier de l'expérience. Donc, dans le no-tourisme durable, il y a effectivement une partie qui est liée à l'offre qui peut être proposée justement par les viticulteurs, par les châteaux, de dégustation de vins bio, de découverte du patrimoine, de location de vélos, de gîtes éco-responsables. Mais c'est aussi aux touristes justement de prendre le temps et de faire en sorte que son voyage sera le plus durable possible. Et pour ça, c'est prendre le temps d'utiliser des mobilités douces, prendre le temps de rester à un endroit, de découvrir, de ne pas avoir une démarche frénétique. Oui, le no-tourisme durable, c'est pas juste visiter une exploitation viticole bio ou consommer du vin bio. Non, absolument. Non, c'est au contraire, c'est comprendre aussi l'impact que l'on a soi-même sur l'environnement, au-delà de ce que l'on va visiter. Alors, j'ai juste une anecdote à vous partager. Là, nous à la Cité du Vin, on accueille des entreprises qui viennent louer des espaces et on leur fournit des bouteilles d'eau.
Et dans ces bouteilles d'eau, on a des bouteilles d'eau qui viennent d'une source qui est assez proche, qui est assez locale. Alors, c'est en plastique, mais le plastique est recyclable, il n'est pas recyclé. Donc, on se posait plein de questions et on se demandait s'il valait mieux prendre des bouteilles en verre ou autre. Et je posais la question à un journaliste qui me disait, mais vous savez, je pense aussi que la réponse, elle est chez les participants qui vont venir chez vous. Si tous les participants apportent leur gourde et que vous leur fournissez des fontaines à eau, alors vous rentrerez véritablement dans un circuit vertueux. Et donc, nous, notre travail, ça va être justement de permettre au plus grand nombre de pouvoir remplir sa gourde chez nous. Oui, c'est transversal, c'est vraiment dans tous les aspects de l'œnotourisme en quelque sorte. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut expliquer l'essor de ce phénomène et ces nouvelles aspirations des voyageurs ? Je pense que c'est la tendance et la tendance, heureusement que c'est une tendance, même si on peut regretter qu'elle ne soit encore assez limitée, mais ça devrait être la tendance de tous. L'enjeu n'étant pas de faire du tourisme durable, de l'œnotourisme durable, mais d'être durable dans tout ce que l'on fait, que ce soit du tourisme ou de l'œnotourisme, et de toujours essayer, autant que faire se peut, de privilégier le train aux véhicules personnels, de pouvoir manger dans des restaurants qui proposent des produits locaux. On est à ce titre-là, en tant que consommateur, très responsable de ce qu'est au final notre voyage, de s'il sera durable ou pas. Et d'ailleurs, on dit souvent que le tourisme, c'est un temps idéal pour la sensibilisation à des problématiques écologiques et sociétales, puisque les voyageurs sont dans un moment de temps libre et donc vont être plus à l'écoute. Est-ce que vous pensez que l'œnotourisme peut également jouer ce rôle de pédagogie à l'écologie, au travail du vigneron, à sa rémunération au prix juste ? Et est-ce que, du coup, la Cité du Vin, en tant que site touristique, lieu culturel, peut aussi avoir son rôle à jouer dans cette pédagogie, cette sensibilisation à un tourisme et une œnologie plus durable ? Bien sûr. Alors là, tout à fait. C'est le cœur de notre vocation, en fait, de donner des clés à nos visiteurs pour qu'ils comprennent tous les aspects du vin et notamment les aspects liés à l'écologie, liés à l'équilibre, à la durabilité de tout ce que l'on peut faire. Donc, nous avons, nous, à la Cité du Vin, 3000 mètres carrés pour présenter, en fait, tous ces aspects sur le vin, encore une fois, du monde entier, parce que les enjeux sont mondiaux, comme dans l'écologie. Mais nous avons également de nombreuses conférences que l'on fait sur site et en ligne, permettant d'aborder les grandes thématiques du futur, les grandes thématiques biologiques sur l'écosystème, sur la biodiversité, sur la biodynamie, sur le réchauffement climatique et l'impact que ça va avoir sur le vin dans le futur. Et là, je vais renvoyer à la question du début sur la démocratisation de l'image du vin via le numérique. Donc on sait que l'image de l'œnotourisme, elle est traditionnellement attachée à une forme d'excellence. Le vin, ça a une image parfois un peu inaccessible. Or, on sait que avec l'œnotourisme, l'image du vin s'est un peu démocratisée avec le retour aux pratiques ancestrales, aux valeurs de la ruralité, à l'exode urbain depuis notamment les confinements. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pensez que le développement d'un éco-œnotourisme, d'un œnotourisme durable, puisse permettre de changer cette image, de continuer à changer cette image et d'ouvrir l'œnotourisme à d'autres types de clientèle? Alors, en fait, quand on reprend l'histoire de l'œnotourisme, ou l'émergence de l'œnotourisme, ça a commencé par les petits, plutôt. Ce sont plutôt les petites propriétés qui se sont ouvertes parce qu'elles y voyaient un moyen
supplémentaire de vendre du vin en direct sans passer par des revendeurs et de faire découvrir en fait leur propriété. Alors que les gros, à l'époque, n'en avaient pas besoin parce qu'ils avaient cette notoriété. Alors c'est vrai que même les grosses maisons, les grands châteaux se sont aujourd'hui ouverts au développement de l'œnotourisme et ont ouvert leurs portes. Mais à la base, c'était plutôt une démarche assez démocratique. Alors oui, je pense que dans tous les cas de figure, ce qui est sûr, c'est que le positionnement marketing aujourd'hui du vin a tendance à changer. Et les grandes institutions, les grands syndicats essaient de faire muter l'image avec l'univers du château, prestigieux, des grands vins très connus, très chers, vers une image beaucoup plus festive, où l'on boit du vin entre amis, où l'on boit du vin sans manière, sans code, pour profiter avec des prix qui sont beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus abordables, qui permettent de créer des moments de partage. J'avais cette image, moi, beaucoup plus exclusive de l'œnotourisme. Non, alors on a souvent l'image exclusive du vin. Il peut y avoir un côté un peu expert, parce qu'il y a des gens qui sont très experts dans le vin, mais la grande majorité des consommateurs de vin ne sont pas des experts, ce sont des amateurs. La Cité du Vin, on s'adresse autant aux experts qu'aux amateurs. Et notre objectif, c'est de démocratiser le discours, que chacun y trouve son plaisir. Et d'ailleurs, que quand on fait une dégustation avec de grands experts, de grands sommeliers, ils reconnaissent que chacun va apprécier un vin de manière différente et il va sentir ses propres odeurs et qu'au final, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste une façon d'aborder un vin et d'y prendre plaisir ou pas. D'accord, bon merci. Donc voilà, l'œnotourisme et l'œnotourisme durable, c'est vraiment accessible pour tous, néophytes, amateurs, professionnels du vin. Tout le monde peut y trouver son compte. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelles sont les expositions que l'on peut voir en ce moment à la Cité du Vin ? Alors, à la Cité du Vin, vous avez le parcours permanent, qui, comme son nom l'indique, est permanent et parle de toutes les thématiques qu'on a abordées là. Mais en ce moment, précisément, vous avez une exposition sur Picasso qui s'appelle l'effervescence des formes et c'est toute la relation de Picasso. Donc, on retrace toute la carrière de Picasso autour du vin et le lien qu'il a tissé dans son œuvre avec le vin. Et donc, on a eu la chance d'avoir des prêts, notamment des musées Picasso de Barcelone ou le musée Picasso de Paris, mais également des prêts du monde entier, de New York. C'est une exposition dont on est extrêmement fiers. Cet été, on aura probablement aussi une exposition sur les vignerons des Côtes de Blaye, photographiée par Yann Arthus Bertrand. Donc, on essaie de renouveler à chaque fois nos propositions. Et l'exposition Picasso, elle est disponible jusqu'à quand ? Alors, l'exposition Picasso se termine fin août. Donc, elle a ouvert quelques jours. Elle est ouverte jusqu'à fin août. Et est-ce que vous avez un mot de la fin à faire passer, un message, ce que vous voulez ? Alors, le mot de la fin, moi, j'ai tendance, parce qu'on en parle souvent entre nous et on se demande ce qu'on doit faire et si ça sert à quelque chose. Et au final, on finit, je pense, toujours par se dire que même si on est microscopique et même si nos actions paraissent très limitées et que ceux qui auraient beaucoup plus de moyens, ceux qui ont les rênes de tout ça, ne le font pas forcément. Je pense qu'il faut continuer à montrer l'exemple, ne serait-ce que pour pouvoir se regarder tous les matins dans la glace et se dire qu'on fait de notre mieux. Merci beaucoup. Moi, je pense que là, on a tous envie d'aller à la Cité du Vin. Merci d'avoir été avec nous pour répondre à toutes ces questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode inédit. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Au revoir. Au revoir, Élise.